Bienvenue au Book Club de ce mercredi. Sorcière, vieille fille, deux figures du féminisme d'aujourd'hui. Avez-vous lu Sorcière d'ailleurs de Mona Chollet? Cet essai de dédiabolisation a-t-il changé votre vision du féminisme? Sorti en 2018, le livre de sciences sociales s'est vendu à près de 400 000 exemplaires. Un phénomène de librairie et de société dans la vague du mouvement MeToo. Géraldine Saratia est notre première invitée. Elle adapte en ce moment au théâtre le best-seller de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, et fait résonner ce texte autrement. À partir du 27 septembre, au Théâtre de l'Atelier à Paris, 4 comédiennes, 2 musiciennes en alternance. Bonjour Géraldine Saratia. Bonjour. Bonjour. Et mardi, par exemple le 27, ce sera Anna Mouglalis, Horatica, Clotilde M et Hey Aïdara, avec pour la musique, Anne Passeo et Mélissa Lavo qui seront aux manettes aux commandes, puisque le casting, on le disait, change et évolue. À vos côtés, Marie Coq, bonjour. Bonjour. Vous déconstruisez, vous, un autre stéréotype du féminin, quoique les deux peuvent être emboîtables d'ailleurs, comme une poupée russe, celle de la vieille fille, femme plutôt non mariée, sans enfant, dans un essai donc tout aussi inspirant que celui de Mona Chollet, qui s'inscrit aussi dans une forme de filiation avec celui de la journaliste du Monde diplomatique. Vieille fille, une proposition aux éditions La Découverte, et ce n'est pas le seul point commun. La grande maison La Découverte, Zone, qui vous publie et vous ont publié, vous publie toutes les deux aujourd'hui. C'est un essai où, comme Mona Chollet, vous repartez de vous, de votre expérience, de votre vécu, pour étudier une figure, un stéréotype qui est celui de la vieille fille. Comment vous est venue l'envie, l'idée de vous en saisir ? Justement parce que c'était un sujet dont je pouvais me saisir d'abord personnellement. Ça m'intéressait aussi vraiment de parler d'un point de vue très situé et aussi de pouvoir, de pouvoir aussi déconstruire le mythe de la vieille fille, les stigmates qu'on lui appose, etc. Mais aussi produire un livre qui soit un peu imparfait. C'est-à-dire qu'effectivement, on déconstruit, mais c'est pas pour dire que forcément que la vieille fille, c'est la meilleure option du monde. C'est juste une option parmi d'autres. C'est pour ça que c'est sous-titré une proposition. Voilà, une proposition, une hypothèse, et on va y revenir. Bonjour Sébastien Thème. Bienvenue aussi dans ce book club entre sorcières et vieilles filles. Vous allez trouver votre place, et notamment celle des lecteurs. Quelle était la question ou la phrase qui leur était suggérée aujourd'hui ? La phrase, c'était une citation de l'introduction de Sorcière de Mona Chollet. La phrase, c'est « La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. » Et en leur demandant... on a demandé ça aux auditeurs et aux auditrices, c'est plutôt des auditrices qui ont répondu à la question qu'on leur posait, qui était quel est le livre de Mona Chollet qu'elle préfère. Il n'y a pas de réponse franche parmi la dizaine d'ouvrages publiés par Mona Chollet, certainement parce que son œuvre trace un sillon profond, persistant autour de la politique et du féminisme, deux thématiques qui s'imbriquent naturellement. Le talent de Mona Chollet, c'est son regard kaléidoscopique qui éclate, diffracte un concept pour l'étudier sous toutes ses coutures. Et c'est ainsi que les 3 livres les plus cités sont Chez soi, une odyssée de l'espace domestique sorti en 2015, qui explorait la question de la domesticité, de l'intérieur, où les femmes ont souvent été reléguées, et pas tellement à la manière de Virginia Woolf et sa chambre à soi, mais plutôt en cuisine, au fourneau, pour le dire plus simplement, la parfaite femme d'intérieur un peu coincée dans une conjugalité pas très égalitaire. 2, Les sorcières, la puissance invaincue des femmes, publié en 2018, best-seller donc, un ouvrage historique qui s'est imposé comme ouvrage théorique d'un nouveau genre dans la pensée féministe, puisqu'il tisse un lien entre toutes les sorcières de la Renaissance à nos jours, un ouvrage pour déconstruire une misogynie bien ancrée et qui a peut-être permis à un public élargi de comprendre que les femmes ne sont pas des sorcières, en revanche que toutes les sorcières sont des femmes. Enfin 3, son dernier ouvrage, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Alors tout est dans le titre et dans le sous-titre, un livre qui peut se lire comme un programme politique. Géraldine Saratia, le succès des livres de Mona Chollet et de sa pensée est assez inédit en France, et d'ailleurs sa démarche ressemble à la vôtre, Marie Coq, à savoir s'approcher, étudier des choses soit familières, quotidiennes, soit pas du tout envisagées comme objet d'étude. Est-ce que Mona Chollet a permis à la France de rattraper son retard sur la pensée anglo-saxonne qui, elle, a pris à bras-le-corps la théorie du féminisme il y a une 30aine d'années déjà ?
On commence par une petite question, Ouais. un peu d'ampleur. Alors écoutez, moi je sais pas. Je pense en tout cas qu'effectivement, c'est ce que vous disiez Olivia tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de parler à la première personne comme ça, d'avoir ce type d'essai, effectivement on retrouve ça aussi dans l'essai de Marie, de mélanger de la pop culture et en même temps de vulgariser énormément de théories, c'est ce que fait Mona Chollet dans son livre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait pas mal lu chez des Américaines, ou même, je sais pas, moi je me rappelle de Dorothy Allison, de Bell Hooks, de gens comme ça, et où il y avait ce lieu de l'énonciation, où il y avait je parle de là où je parle, et ça, on avait peut-être un peu de retard là-dessus en France, en fait. Donc après, est-ce qu'on a rattrapé le retard? Je sais pas, je pense pas complètement. Mais après, ce qui est sûr, c'est que grâce à Sorcière, je pense qu'il y a énormément de femmes et de jeunes filles aussi qui ont découvert beaucoup de penseuses, parce que la vertu du texte aussi, moi je pense que c'est son... Sa dimension historique aussi. Oui, et son Oui. tissu. Alors déjà, il y a toute cette dimension historique qui était assez ignorée, en fait, quand même, de la réalité de la chasse aux sorcières, de comment qu'elle rappelle. Mais après, je trouve tout le tissage qu'elle opère en faisant tout le temps des liens avec d'autres penseuses, d'autres dans l'histoire et dans l'histoire intellectuelle aussi. Et je pense que ça peut amener à aller voir d'autres choses et que ça, c'est aussi quelque chose qui est très précieux dans le texte. Marie Coq, est-ce que vous êtes vous aussi lectrice de ces ouvrages anglo-saxons? Et si oui, lesquels? Oui, tout ce que vous avez cité, donc effectivement, c'est des ouvrages aussi, on a beaucoup vu ça chez les féministes, mais je trouve aussi que ça commence à déborder un peu du cadre. Alors, c'est pas toujours pour parler de la découverte, mais par exemple, Très bonne maison d'édition. très bonne maison d'édition que je recommande à tout le monde. Mais par exemple, le livre de Benoît Coquart, Ceux qui restent, qui raconte justement qui restent à la campagne et qui ne vont pas à la ville, etc. Et lui aussi, il avait comme ça un point de vue situé. Et en fait, je trouve que ce type de démarche, d'une part, ça nous épargne une soi-disant illusion d'objectivité qui, moi, me paraît compliquée à défendre de toute façon, dès qu'on écrit sur quoi que ce soit. Et puis qui rend des choses effectivement beaucoup plus humaines, intelligibles, et qui ont aussi le mérite, je trouve, d'accepter aussi que la pensée, en fait, ce n'est pas seulement lire les livres, ce n'est pas que lire la théorie, que rechercher les faits historiques, etc., mais qu'une pensée, elle se construit, bien sûr, à partir de ça, mais aussi de toute une galaxie, en fait, de réflexion, et voilà, de reconnaître aussi que la pensée, elle se construit comme ça, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi. Il paraît qu'il y a un terme aux États-Unis pour parler de ces essais d'autothéorie. On pense notamment à celui de Maggie Nelson, Les Argonautes, paru en France. Est-ce que c'était à la découverte? Je ne sais plus. Non. Non. Voilà, Erreur. comme quoi parfois. Est-ce qu'on peut quand même en parler durant cette émission? Oui, on va croire que oui. Réinventer l'amour de Mona Chollet était aussi dans cette veine-là. Et c'est vrai, de repartir de sa propre perception via le cinéma, via la littérature, des relations amoureuses, de la manière dont l'amour nous était vendu et présenté, ce que ça avait pu lui faire à elle et comment elle le réinterprétait avant d'ouvrir sur une dimension beaucoup plus théorique ou philosophique. Alors pourquoi adapter? Et j'en reviens à vous, Géraldine Saratia, aujourd'hui, ce livre culte de Mona Chollet. Qu'est-ce que le passage par la scène, par l'oralité, peut apporter comme dimension supplémentaire? Alors, en fait, je vais répondre très égoïstement. Déjà, moi, en fait, j'ai eu l'idée, j'avais interviewé Mona Chollet à l'époque de la sortie du livre, donc je sais plus, en 2018 ou moi à l'automne. Et ensuite, et tout de suite, j'ai senti que, enfin, le texte, il m'a paru fort et je me suis dit, ça va avoir de l'écho, ce texte-là, c'est intéressant. Et on avait commencé à travailler dans le collectif dont je fais partie, à définir dans un futur proche sur des formes plus courtes sur scène, en conviant des musiciennes et avec l'envie de faire des ponts entre les disciplines, parce que ça, c'est un truc très, je veux dire, c'est pas théorique, c'est dans ma vie, c'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup écrit sur la musique, j'ai beaucoup écouté de musique, et donc l'envie de mélanger la forme de la chanson et puis la force de la chanson avec la littérature qui m'intéresse aussi, c'était un mélange que je trouvais chouette. Et je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire travailler des artistes sur un texte plus long et pas que des petites formes courtes les unes après les autres, mais voilà, tout ensemble sur un même texte. Et celui-là, il m'a paru parfait pour ça, en fait. Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça le fait entendre différemment. Le texte, c'est un montage, je l'ai beaucoup coupé. On ne peut pas le dire tel quel, hein. Il était pensé pour de l'écrit, donc il y a pas mal de travail à faire. Il commence pas là où il commence vraiment, il finit pas là où il finit vraiment. Et à l'intérieur, je l'ai beaucoup raccourci. Et chaque passage, on est obligé d'enlever tout ce qui est exemple, tout ce qui est quand il y a trop de références. Voilà. Et il rentre en résonance avec de la musique. Donc je pense qu'on entend à la fois le texte différemment, enfin que la concomitance des deux vont faire que la réception est un peu différente. C'est votre chemin de fer que vous avez, Oui, que vous avez sous c'est une les yeux. conduite. Et Ouais. alors ça commence comment? Alors ça commence par, selon les soirs, un morceau à la batterie
par une musicienne ou une chanson, selon les soirs. Ça va commencer par quelque chose de musical. Et ensuite, il va y avoir une comédienne qui va arriver sur scène et qui va dire la phrase du manifeste de Witch que Mona Chollet citait. Inutile d'adhérer à Witch si vous êtes une femme et que vous regardez à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Et puis il y a une première lecture qui est en fait une adaptation de l'introduction du livre, mais que j'ai pas pris totalement au début, que j'ai pris au milieu du premier chapitre à peu près. Voilà, pour la feuille de route de cette... qu'est-ce qu'il faut dire? Pièce, d'ailleurs C'est une lecture musicale, parce que musicale. nous, on voulait... Voilà, c'est pas du théâtre, dans le sens où c'est pas une ambition théâtrale, où la lecture est assumée, c'est-à-dire que les comédiennes lisent, elles connaissent certains passages évidemment, mais c'est une lecture musicale. Vous vous souvenez, vous, Géraldine Saratia, ce que ça vous a fait provoquer la première fois que vous avez lu ce livre, Sorcière de Mona Chollet, avant de le découper, de l'analyser et de le lire musicalement aujourd'hui? Ça m'a paru... En fait, ce que j'ai aimé dans ce texte, je crois surtout, c'est son ouverture. En fait, il y a quelque chose pour moi de lumineux dans ce texte, dans le sens où il est facilement compréhensible, je trouve. J'ai aimé sa pensée, bien sûr, mais ce que j'aime, c'est surtout son ouverture. C'est-à-dire, c'est un peu ce que vous disiez, Marie, tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de dire il y a d'autres options, et en fait le texte enfin en tout cas moi dans ce que j'en ai gardé dans la lecture, il va s'achever sur, elle cite Susan Sontag et elle dit le programme que Susan Sontag avait écrit en 1972. Elle cite un article de Susan Sontag et qui dit les femmes ne sont pas obligées de vouloir rester des jeunes filles toute leur vie, ne sont pas obligées, il y a d'autres options, et elle dit ce programme il est toujours disponible et il est à disposition de toutes. Alors c'est pas le monde des bisounours, je veux dire, c'est pas facile de se défaire des normes, de tout ce qui nous a construites pendant des siècles. C'est pas facile, mais c'est un pas de côté qui est possible. Et en fait, ce programme, il est toujours à disposition. Et je trouve que c'est une fin très ouverte, c'est assez inclusif. Enfin, j'aime bien ça dans ce texte-là. Je crois que c'est ça principalement qui m'a plu. Et en le lisant, je me suis dit aussi qu'il parlait quasiment à toutes les femmes, c'est-à-dire que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, que vous ayez des enfants, que vous n'ayez pas d'enfants, que vous soyez jeune, que vous soyez vieille, on peut presque toutes, je crois, trouver quelque chose qui parle de soi dans ce texte. Et c'est ça qui m'a paru précieux. Comme avec le yoga finalement. Marie Coq, il y a 3 ans, quand sortait le livre de Mona Chollet, Sorcière, vous publiez au même moment, publié avec 2 i, un livre sur le yoga, cette histoire monde, qui parle aussi de ce que les corps et cette appropriation du corps via cette pratique-là, à la fois philosophique, sportive et autre, permettait aussi d'envisager. 3 ans après, vous revenez avec Vieille fille, et c'est 5 ans après le début de la vague MeToo. Le premier chapitre de votre essai s'intitule « La confiscation de la parole ». Ce livre-là, vous auriez pu l'écrire avant tout cela, ou est-ce que vraiment ces 5 ans de libération de la parole, ouverte avec MeToo, cette période, vous a fait envisager aussi des questions comme celle-ci autrement ? Oui, c'est évidemment, comme toutes les femmes, je pense que MeToo, je ne vois pas comment on a pu... Il y a eu un avant, un après, effectivement. Moi, ce qui m'a aidée dans MeToo, et je pense que c'est ce que racontait aussi Géraldine sur sa lecture du texte de Mona Chollet, mais c'est vraiment ce passage de quand on pense être tout seul et en fait on se rend compte qu'on est légion. Et ça, c'est vraiment la bascule pour moi de MeToo. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire Vieille fille, en me disant, bah oui, vieille fille, c'est un terme qui est même plus vraiment usité. On a l'impression d'être une petite anomalie chacune dans son coin. Mais si ça se trouve, on est légion. Et si ça se trouve, ça va parler à plus de monde que ce que je pensais. Donc ça a aidé. Et puis aussi parce que d'une manière plus personnelle, effectivement, après MeToo, on a du mal à... Enfin, moi, j'ai encore du mal à savoir comment on peut désirer en étant hétérosexuel ce que moi je suis. Enfin, voilà, c'est quand même des configurations qui, je trouve, sont complexes, qui, moi, m'ont amené à faire ce retrait un petit peu du jeu amoureux dont je parle dans le livre. Donc, effectivement, oui, c'est quand même lié, évidemment. Qu'est-ce que c'est être vieille fille dans la perception? C'est être une femme à chat, une femme sans enfant, une femme aux cheveux gris, une femme sans mari. Oui, c'est une femme. En fait, c'est une femme sans histoire. La vieille fille, c'est vraiment. Il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai pas mis dans le livre, mais dans un film de James Ivory, là où il y a
dans une famille, là, c'est des sœurs qui discutent et puis elles reçoivent comme ça une missive de la vieille tante qui est une vieille fille. Et la lettre est extrêmement longue et elle parle pendant très très longtemps des histoires de chaudière. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment ça l'histoire de la vieille fille. C'est une fille en fait qui n'a donc une femme effectivement sans enfant, sans mari et donc par conséquent qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de vie à elle. Donc c'est des vies qui sont dispensables, qui sont voilà, on n'a jamais peur de la déranger parce que de toute façon elle ne fait rien, elle ne pense rien, elle ne vit rien. Voilà, c'est une femme sans histoire. Mais aussi parce que, dans la perception, ces femmes-là, on ne voulait pas d'elles, on n'a pas voulu d'elles et c'est aussi en cela que la vieille fille est un stigmate jusqu'ici. Vous racontez avoir eu plusieurs amants, de jamais avoir eu, de problèmes particuliers aussi à vivre, sereinement votre sexualité. Ces amants, vous vous en souvenez ou vous vous en souvenez pas, jusqu'à vos 37 ans, quand vous avez petit à petit effectivement décidé de, vous retirer du game, hein, comme vous dites, de sortir du jeu. Et c'est la question que vous posez aussi à travers ce livre, c'est finalement comment est-ce qu'on passe d'une vie où l'amour a une place importante, obsédée par l'amour, hein, écrivez-vous, à une vie où on n'y accorde finalement que peu d'attention. Et pourquoi on fait ce choix-là ? Alors, quand je dis que j'abandonne l'amour, c'est effectivement l'amour conjugal, quoi. En tout cas, l'amour, la recherche de l'amour du compagnon à tout prix, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une obsession. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai partagé aussi avec beaucoup de femmes. Et ce truc de la vieille fille, en fait, ce que j'aimais bien dans la figure de la vieille fille, c'est aussi, c'est que souvent, quand on la décrit dans les films, avant qu'elle soit la vieille fille définitive. Donc, c'est vraiment cette vieille fille donc, qu'on croit perdue pour la cause. Donc, elle est là avec tous les attributs que vous décriviez tout à l'heure, dans ses vieux pulls. Voilà, bon. Mais si elle fait un dernier effort, bon, c'est l'histoire de Bridget Jones en réalité, hein, mais si elle continue à faire l'effort, elle va y arriver au bout d'un moment. Et moi, j'ai ressenti une telle fatigue, une telle lassitude, qu'effectivement, je me suis dit, ben non, je vais arrêter. Et d'arrêter, qui était censé être une pause pas définitive. Enfin voilà, je me suis dit, je prends quelques semaines, quelques mois, comme on part se mettre au vert ou comme voilà, ou prendre l'air de la mer comme ça pour se remettre les idées en place. Et là, j'ai découvert en effet que qu'une autre vie était possible et surtout qu'il y avait un calme en fait qui s'est instauré et que ça a fait tellement de place. En fait, moi, c'est vraiment la place physique, mentale que ça a pu créer. Mais c'est du temps de cerveau disponible, ce que vous racontez. Hein. C'est tout à coup un gain de temps pour penser à autre chose. Et plus attendre la pour, c'est aussi une manière, racontez-vous, de se reposséder, de se retrouver en fait. Oui, bien sûr, parce que quand on se met sur le marché de l'amour, comme ça, quand on est, ben voilà, ce qu'on appelle les compromis, ce qu'on appelle le travail de l'amour, bon, qui sont des mots qui me dégoûtent, mais on est comme ça, toujours comme si on était en train de passer un entretien d'embauche. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait soi, on veut faire plaisir à l'autre, bon, bref. Et donc effectivement, ce qu'on appelle les compromis, c'est des petits, moi je trouve que c'est toujours des petits bouts de soi qu'on abandonne à des gens dont on finit toujours par se foutre un peu. Donc voilà, je me dis que c'était peut-être pas nécessaire de s'éparpiller à ce point-là, quoi. Le marché de l'amour. Il est 13h10 sur France Culture. Avec nos invités, l'essayiste Marie Coq, qui signe Vieille fille aux éditions La Découverte, et Géraldine Saratia, journaliste qui adapte Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, en ce moment au théâtre. Et ça commence par le théâtre de l'Atelier à Paris à partir du 27 septembre. Sébastien Thème, le marché de l'amour, la littérature en est friande aussi, hein, de ce marché-là. Commencez peut-être par les liaisons dangereuses. Tout à fait. On a demandé à une artiste, Melra Bédia, humoriste, comédienne, de nous résumer un classique de la littérature. Et Melra Bédia, alors vous la découvrirez dès le 30 septembre sur Amazon Prime dans une nouvelle série qu'elle co-réalise, Miskina, la pauvre, l'histoire de Farah, 30 ans, pas de mec, pas de boulot, pas d'appart, au fond une certaine idée de la galère, encore que. En tous les cas, ça n'est pas le cas de Melra Bédia qui, elle, semble réussir tout ce qu'elle entreprend, comme son résumé des liaisons dangereuses, le classique de Choderlos de Laclos, qui tient avec elle en 1 minute tout pile. C'est la débauche via une relation épistolaire entre... attends, je me rappelle, il y avait
Putain, comment il s'appelait? Il y a un marquis. La marquise de Merteuil, elle était chaude, de ouf. Et il y avait le vicomte de Valmont. Voilà, ça c'est les deux qui échangent. Et tu suis leurs histoires et leurs relations à travers des lettres. En fait, c'est les sextos de l'époque, les liaisons dangereuses. C'est les sextos chauds et c'est l'aubergine et c'est la petite pêche. Non mais c'est vrai, si tu regardes bien, c'est tous les émoticônes là. Mais bien écrits. Et le mec il te dit sur 14 lignes qu'il a envie de toi alors qu'il aurait juste dit j'ai envie de toi, on aurait capté. Rendez-vous à l'hôtel Amour, ok j'arrive. T'as pris un Vélib, non, je suis en Lime et j'arrive, tu vois. Il se serait. T'es fro quoi. T'es fro, c'est frotter parce que je sais qu'il faut quand même traduire le verlan. Donc ce qui est cool, c'est qu'à l'époque, il lui envoyait une lettre, je pense que l'autre répondait au bout de, je sais pas, 2 mois parce que c'est en bail de pigeon voyageur quoi. Et ce que j'adorais, c'est qu'il se chauffait à distance à l'écrit. Et moi j'adore l'histoire d'un couple qui n'existe pas réellement, parce que moi je suis une flippette par exemple dans les relations. J'adore ces relations épistolaires à distance parce que c'est pas vraiment des vraies relations que tu vis au quotidien. Ils ont pas la routine, tu vois, ils essaient de s'écrire des belles lettres et ouais, de faire naître le désir via un 4 couleurs quoi. Voilà, merci Amel Rabédia. Si vous voulez en savoir plus sur les liaisons dangereuses, vous pouvez écouter ou réécouter l'émission de Géraldine Mosna-Savoie sans oser le demander. Elle se replongeait dans le classique de Chodarlot de la Clos ce lundi en 1 heure. Ça Voilà. un peu plus long. On peut voir quand même éventuellement reprendre le livre aussi. Aussi, Et bien le lire en sûr, prenant le temps, évidemment. en lecture rapide, c'est possible. On ne sait toujours pas, vous et Non, moi, non, comment il faut qu'on faire, s'y mette mais vraiment, il faut vraiment qu'on s'y mette, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des livres, des romans, des grands romans d'amour notamment, dont vous aimeriez changer la fin, l'une et l'autre, Marie Coq, Géraldine Saratia? Ouh, changer la fin. Ouais. Alors là, tout de suite. Ah là, c'est la question piège, j'en aurais dû travailler avant. Bon, peut-être les liaisons dangereuses. Hein, Non, peut-être finalement. que c'est peut-être pas changer la fin, mais peut-être pas les arrêter toujours au même endroit. De pas toujours, peut-être que les romans et les films aussi d'amour, mais on les arrête toujours au moment où ça y est, enfin le couple se retrouve et enfin l'amour naît. Peut-être qu'ils sont laissés traîner un peu plus tard ou qu'on s'arrêtait un peu avant, ça pourrait être intéressant peut-être. Dans son livre, Mona Chollet, Géraldine Saratia montrait par exemple que parmi les accusés de sorcellerie, il y avait quand même une surreprésentation des célibataires et des veuves. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui contre les sorcières et les vieilles filles, c'est un peu le même combat qui se joue dans les représentations? Oui, d'ailleurs, la vieille fille, il n'y a pas de chapitre qui s'appelle comme ça, mais elle pourrait tout à fait faire partie du livre des sorcières, puisque c'est les femmes, en fait, un peu toutes les femmes passées 35 ans, en fait, hein, en gros, hein, Oui. donc qui sont soit vieilles, soit sans enfants, soit... oui, non, effectivement, c'est la même famille. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler, comme le dit le slogan féministe célèbre aujourd'hui. Une histoire que les féministes occidentales se sont réappropriées, celle des sorcières, et c'est ce que racontait Mona Chollet dans ce livre. La sorcière est devenue depuis, et c'est ça qui est fascinant, une figure étendard. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous expliquez réellement pourquoi, Géraldine Saratia? Ouais, oui, mais j'ai l'impression que c'était un peu le cas déjà dans ce que vous disiez dans les années 70, les féministes françaises. Puis il y avait eu cette revue Sorcière qui était très célèbre, où il y avait Marguerite Duras, tout ça qui écrivait. Julia Kristeva, Nancy Exactement, Houston, voilà. Hélène Sixou. Ouais. Formidable. Et puis aux États-Unis, Witch, en fait, tous ces mouvements-là, on pense que voilà, c'était déjà réapproprié. Après, les moyens médiatiques étaient différents. Je pense que voilà, l'écho était moins grand. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est un étendard? Parce que effectivement, il y a un côté très pop aussi dans cette figure-là. Donc, je pense que elle permet d'exprimer, de déplier énormément de problématiques et de questions qui se sont posées dans notre société par rapport aux normes. Et ça fait déjà 10-20 ans que c'était en train d'éclore. Donc, je pense que c'est une figure qui permet de synthétiser ça et avec un aspect un peu empowerment, comme on dit aujourd'hui. Mona Chollet, elle donnait le nom de la sorcière à laquelle elle s'identifiait le plus quand elle était jeune dans son enfance, c'était Floppy le Redoux. Oui. Vous avez votre sorcière à vous aussi? Non, pas forcément. Moi, je suis pas. Alors, moi, j'aimais bien Buffy, moi, quand même. Ouais, moi, j'étais assez Buffy. Ouais. Via la télé, Ouais. notamment avec Buffy. Marie Coq, vous êtes une sorcière? préférée? Ouais. Oh, Peut-être ma sorcière c'est préférée. pas vraiment une sorcière, mais peut-être que la vieille fille que la vieille fille que je préfère et qui est un peu sorcière, mais c'est Mary Poppins quand même, que je trouve vraiment super, quoi, parce qu'elle est à la fois voilà, quelqu'un qui accepte de vivre à côté avec beaucoup de joie, qui cherche pas à construire à tout prix.
Qui a un Voilà. super pouvoir aussi. Quand Qui a même. des super pouvoirs, qui se déplace extrêmement facilement. Enfin bon, voilà, donc elle a son sac magique. Mais voilà, oui, je trouve que c'est une bonne sorcière, Mary Poppins. Oui, c'est étonnant les résurgences aussi, les échos de ces figures à travers les époques. Les époques, Mary Poppins, elle est passée d'une génération à l'autre, et là encore, on le retrouve avec les sorcières. Vous l'évoquiez avec la création de la revue, notamment en France, c'était il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui, cette pièce que vous montez, de votre côté aussi, Géraldine Saratia, elle s'inscrit dans cette filiation-là, et en même temps, elle nous parle peut-être autrement, cette figure de la sorcière, à la génération des jeunes filles qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Ça évoque peut-être d'autres choses, ça résonne autrement. Oui, je pense, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ces figures-là, et on pourrait en trouver plein d'autres, hein, c'est des cycles, ça revient en fait dans l'histoire. Je sais pas, récemment, il y avait cette expo à Beaubourg là, qui était formidable sur la nouvelle objectivité. Et puis à l'intérieur, il y avait l'invention de l'individu, de cold person. Et en fait, c'était comme la New Wave, mais en fait, plein d'années avant. Enfin, je pense que les figures, elles reviennent et à chaque fois, elles sont investies différemment parce qu'elles sont énoncées dans des contextes différents. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça résonne un peu différemment qu'il y a 40 ans, parce qu'effectivement, la réalité des jeunes filles, elle est différente. Quelle est votre hypothèse à vous, Marie Coq, du coup, aujourd'hui Oui, par rapport à ce que dit Géraldine aussi, moi je pense que la figure de la sorcière ou de la vieille fille, c'est des figures qui résonnent particulièrement aujourd'hui aussi parce que c'est des possibilités de faire à côté, de faire Oui. en marge. Oui. C'est-à-dire moi j'ai été éduquée dans l'idée qu'il fallait toujours à tout prix, essayer de ménager la chèvre et le chou. Non, enfin, c'est-à-dire voilà, d'éduquer, de se parler, de communiquer, etc. Bon, effectivement, pour revenir tout à l'heure, MeToo, ça a montré aussi que ce n'était pas forcément très efficace. Et donc, cette possibilité comme ça de faire à côté, d'être en marge. Et les sorcières, encore une fois, elles avaient, dans le livre de Mona Chollet, c'était ça aussi qui était intéressant. Encore une fois, elles sont légion. Et on peut créer comme ça des espèces d'îlots de résistance qui cherchent pas forcément à dynamiter le système de l'intérieur, mais voilà, qui proposent des vies un peu à côté qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'est votre hypothèse que finalement, une vie réussie n'est pas forcément une vie dans laquelle il faut cocher toutes les cases, les bonnes cases, celles qu'on nous aurait annoncées. Et c'est notamment sur la question du désir d'enfant. Il y avait déjà un chapitre dans le livre de Mona Chollet sur Oui, ce tout à désir fait. de stérilité, donc accepter aussi l'envie de ne pas avoir d'enfant, ce qui est assez mal perçu quand même aujourd'hui pour une femme, et notamment au moment où elle passe ce cap des 40 ans, où ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça ne fait pas pour autant de vous une anti-mère ou d'une femme une anti-mère que de ne pas vouloir d'enfant? Non, parce que en fait, on a cette idée que si on n'a pas d'enfants, c'est qu'on ne les aime pas. Mais moi, je comprends pas très bien non plus pourquoi on aimerait les enfants que si ce sont les nôtres, par exemple. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'imaginer comment on peut aimer certains enfants, d'autres moins, comme les adultes, quoi, pas plus, pas moins. Mais voilà, qu'en fait, l'amour des enfants, il peut se faire en dehors des systèmes de possession. Enfin voilà, c'est pas forcément sa propre progéniture. Et c'est vrai que moi, de devoir renoncer à l'idée d'avoir des enfants, ça m'a permis aussi de m'ouvrir bien sûr à l'amour pour mes neveux, mais ça c'est un amour qui aurait été là, je pense, même si j'avais eu des enfants de toute façon, mais aussi les enfants des autres, quoi. Voilà ce que j'appelle les enfants des autres, et on peut créer des relations vraiment incroyables, notamment parce qu'on n'attend rien d'eux, parce on leur demande pas de loyauté, on leur demande pas de nous aimer en retour de façon inconditionnelle comme si c'était nos enfants, c'est pas nos assurances vieillesse. Donc je trouve que c'est aussi des rapports avec les enfants qui sont très intéressant. Voilà, et retourner le stigmate, celui des femmes infâmes, le soupçon qui pèse autour de la vieille fille ou de la sorcière. Ça passe aussi par une nouvelle manière de considérer nos autrices et certains passages importants de la littérature. Vous citez entre autres Marie Coq, Marguerite Duras dans La vie matérielle, qui disait « il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. » Insupportable. Absolument. De votre côté, Sébastien Thème, vous êtes allé regarder du côté des autrices oubliées, des autrices effacées plutôt. Ouais. Et elles sont nombreuses et souvent pionnières. C'est ce qu'on découvre dans Autrices, ces grandes effacées qui ont fait la littérature, un livre qui paraît aux éditions Hors d'atteinte, que l'on doit à Daphné Tikrésis, un livre préfacé par la journaliste, essayiste et romancière Titu Lecoq. Vous vous souvenez du Lagarde et Michard, ce manuel scolaire qui rassemblait tout notre patrimoine littéraire français. Eh bien, oubliez patrimoine et pensez matrimoine littéraire, avec ce premier tome qui rassemble l'écriture
écrivaines en tout genre qui ont tenu bien fermement leur plume dès le Moyen-Âge. Daphné Tikrésis nous rappelle qui étaient ces autrices oubliées, effacées et silencées. Au Moyen Âge, les autrices sont majoritairement issues de la noblesse, ou bien elles sont religieuses ou veuves. Il faudra attendre la Renaissance, ou plutôt le XVIIe siècle, pour voir arriver des femmes issues de la bourgeoisie et plus tard encore de classes populaires. Toutefois, même si elles viennent de milieux différents, elles ont bien une chose en commun, que ce soit grâce à leur famille ou à leur talent d'autodidacte, elles ont réussi à obtenir une éducation. Cette éducation, elle est évidemment nécessaire pour l'écriture. Or, l'instruction des femmes est interdite en France jusqu'à la fin du XIXe siècle. On pourra rappeler à ce titre que la première université en France date du XIIe siècle et évidemment seuls les hommes sont admis. Le livre, Autrices et grandes effacées qui ont fait la littérature, propose un florilège de leurs textes et les lecteurs et lectrices d'aujourd'hui pourront découvrir ou redécouvrir leurs œuvres, notamment les œuvres de Marie de France, la première écrivaine de la littérature française connue. On peut aussi citer le premier best-seller écrit par une femme, à savoir l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, mais aussi le premier conte de fées, écrit non pas par Charles Perrault, mais par une autrice, Marie-Catherine d'Aulnoy, ou encore les pièces de Catherine Bernard, notamment Laodamie, la première tragédie écrite par une femme, jouée avec beaucoup de succès à la Comédie Française. Marie Coq, pour reprendre le titre d'un des livres de Laura Adler, pourquoi les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ? Alors pourquoi elles sont dangereuses? Encore une fois, parce que le temps qu'on passe à écrire, c'est pas un temps qu'on passe à arrondir les angles en société. C'est un des rôles. Alors, comme, comme un livre l'a montré la découverte, non mais c'est vraiment pas pour dire ça, mais tout le truc de Fatima Wassak aussi, de montrer en fait comment les mères, elles sont là pour arrondir les angles et finalement pour garder l'ordre établi, alors que ce sont elles qui sont en première ligne pour voir ce qui ne va pas. Voilà, donc si effectivement, si elles se mettent à écrire et à plus vouloir se mêler à la société, c'est en ça qu'elles deviennent dangereuses et intéressantes, évidemment. Un livre peut-être à citer qui est dans l'ouvrage de Mona Chollet. Est-ce qu'il a été, Géraldine, pour vous un livre aussi important et fait partie de vos lectures, puisqu'on disait que cette vague-là a quand même commencé beaucoup aux États-Unis, celui de la sorcière californienne Starro, qui est une militante écoféministe, qui est une néo-païenne américaine et qui a signé Femmes, magie et politique. Ça date de 82. Le livre a été traduit en France plus de 20 ans après, en 2003, par les empêcheurs de tourner en rond sous l'entremise ou grâce à la philosophe Isabelle Stenger. C'est peut-être aussi un des livres qu'on peut retrouver chez Cambourakis, Sorcière, cette collection qu'elle a pu lancer en France. Il y a maintenant tout un phénomène d'édition autour de ces fameuses sorcières. Vous voulez nous recommander un livre à votre tour, Géraldine, qui peut faire partie de votre bibliothèque, Géraldine Saratia? Oui. Il y en a beaucoup, c'est dur. Moi, je vous recommanderais toujours les livres de Jeanette Winterson et les livres d'Alison Bechdel. Voilà. C'est des sorcières à leur façon aussi, mais que je trouve passionnantes. Voilà, et ce ne sont plus des autrices effacées désormais. En tout cas, on va leur redonner place dans notre bibliothèque. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Marie Coq, Vieille fille. Votre essai vient de paraître à la Découverte. France Culture, il est 13h25. Et tout de suite, ce sont les quadrithèmes de Charles Dantzig, mémoire de président américain aujourd'hui. William Jefferson Clinton se fait appeler Bill et ses mémoires sont très Bill. Détendu, bavard, plaisant. Clinton est un baby-boomer, glouton et narcissique. Il cite des bons mots, on sent qu'il aime rire. Par conséquent, il peut être drôle, ce drôle. Voici ce qu'il dit d'un vieillard. C'était le seul homme de 90 ans qui parut 2 fois son âge. Ceci aussi est très savoureux. Écouter Dirksen parler donnait l'impression d'entendre Dieu en personne ou un pompeux vendeur ambulant, suivant le point de vue. Clinton est clintonocentré, en bon fils de la classe moyenne qui s'est fait tout seul et, comme tant d'Américains, américano-centré. Il expédie le récit de ses voyages en quelques mots. Chaque fois qu'il quitte les États-Unis, il est bref. Son pays lui suffit et lui manque.
Ce n'est pas un homme qui avait beaucoup voyagé avant d'être élu. En revanche, il relate les matchs de sport en détail et c'est d'un ennui suprême. Il doit être très snob, intelligent et son approbation favorite. Quel orgueil faut-il pour donner des diplômes d'intelligence? Il le fait par exemple pour la défunte reine d'Angleterre, dont personne n'a jamais dit que c'était sa qualité principale. Ce qui l'intéressait, c'était les chevaux, et voici à son sujet l'observation authentique d'une Anglaise qu'il a connue. Tant que ça pète et que ça broute du foin, elle est contente. Comme tout président, Clinton a le sentiment que l'élection au suffrage universel lui a communiqué un savoir encore plus universel. Il relate une scène en Pologne très révélatrice, pour tout le monde sauf pour lui, de la pédanterie qu'il a en partage avec bien de ses semblables. Entre deux Polonais, l'un ancien communiste et l'autre nouveau régime, il passe tout un entretien à rappeler aux pro-communistes qu'il avait vécu comment les choses se passaient du temps de l'Union soviétique. Ce sentiment d'omniscience est, chez ses élus, d'autant plus susceptible que, le reste du temps, ils écoutent avec patience ce que les électeurs croient leur démontrer. Clinton raconte qu'un député de l'Arkansas, État dont il a été le gouverneur avant de devenir président, brave homme, ex-entraîneur de football américain, a proposé un jour, pour plaire à son électorat, une loi criminalisant en même temps l'homosexualité et la bestialité. Clinton: il suffisait à un pervers de la lire pour éviter d'avoir à acheter de la pornographie pendant une semaine entière. En 1996, Clinton a approuvé une loi sur la défense du mariage, c'est ainsi qu'elle s'appelait, qui définissait le mariage comme un lien entre deux personnes de sexe différent. Voilà ce que c'est que d'avoir été pris à tromper sa femme dans un pays puritain. Il en rajoute dans les gages au Tartuffe. Je ne me rappelle jamais son sourire le jour où, au tout début de l'affaire Lewinsky, la stagiaire avec qui il avait eu une aventure, il a convoqué les télévisions et s'est rendu en grande pompe à la messe avec sa femme. La religion et le pantalon que le politicien lubrique enfile à toute vitesse. Ou à réécouter sur radiofrance.fr la chronique, la séquence des quadrithèmes de Charles Dantzig. Merci. La suite demain. Et merci beaucoup à Oriane Delacroix et Didier Pinault qui ont programmé et préparé cette émission. Thomas Bou à la réalisation aujourd'hui avec Lucas Finet. De quoi parlera-t-on dans Bienvenue au Club demain? Demain, on se fait peur, Olivia, avec un thriller haletant de Lucie Rico, GPS et l'essai de Laurent de Sutter, Éloge du danger. Vous pouvez déjà répondre à la question de demain. Quel est le livre qui vous a fait le plus peur? #BookClubCulture. Et pour le grand entretien de midi, rendez-vous avec la romancière Muriel Barbery. Merci.